Vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 21 octobre 2011. La crise de la dette met l'Europe à très rude épreuve et au bord de la rupture. Le sauvetage de la Grèce et de l'euro pourrait se décider mercredi. Seulement pour l'heure, le blocage est total entre la France et l'Allemagne. Le premier scrutin libre des printemps arabes. Les Tunisiens se rendent aux urnes dimanche pour élire une assemblée constituante. Une élection pleine d'incertitudes, même si les islamistes modérés sont donnés comme favoris. Un scrutin qui intervient également 2 jours après la mort du colonel Kadhafi en Libye. L'ONU va ouvrir une enquête sur les circonstances du décès du dictateur. Et puis demain, en France, François Hollande sera officiellement désigné candidat du Parti socialiste pour les élections présidentielles. Un candidat qui pourrait avoir fort à faire avec ses partenaires écologistes. Reportage et analyse dans ce journal. Et puis, la nouvelle vice-présidente du Sénat, Bariza Chiari, sera notre invitée en fin d'édition. Depuis des ans, elle est la marraine de Talents des cités ici au Sénat. Une 10e édition, demain samedi. Étrange week-end donc pour une Europe au bord de la crise de nerfs. Pour sauver l'euro, rien ne sera décidé dimanche lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Ainsi en a décidé la chancelière allemande Angela Merkel, repoussant à mercredi d'éventuelles décisions. Entre la France et l'Allemagne, ça coince plus que jamais et en particulier sur le renforcement financier du Fonds européen de stabilité financière. Paul Bouffard. Principal point de contradiction franco-allemand, le renforcement du fonds de soutien européen, instrument essentiel pour éviter la contagion de la crise à d'autres pays. Paris veut en faire un fonds lié à la Banque centrale européenne, véritable force de frappe pour multiplier les moyens de sauvetage. De son côté, Berlin est contre. En petit comité, la chancelière allemande aurait même déclaré que les Français ne bougent pas d'un iota. Devant ces difficultés à s'entendre, Jean-Claude Juncker, président de l'Eurogroupe, affirme que l'impact à l'extérieur est désastreux pour l'Europe. L'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas sont mécontents de l'attitude franco-allemande qui les méprise en voulant décider seuls. Demain soir, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy se retrouveront à Bruxelles autour d'un dîner de la dernière chance. Objectif, préparer le sommet de dimanche et surtout celui de mercredi pour éviter un nouvel échec. Beaucoup de zones d'ombre subsistent autour des circonstances de la mort de Mouammar Kadhafi hier à Sirte, en Libye. Les vidéos publiées par certains médias laissent pour le moins perplexes les responsables de l'ONU qui ont décidé l'ouverture d'une enquête. Aurélien Romano. Dans la mort du colonel Kadhafi, il y a la version officielle et les vidéos amateurs. Les deux ne racontent pas la même histoire. C'est sur cette route que le convoi du dictateur en fuite a été stoppé par des tirs des avions de la coalition. Ensuite, le colonel Kadhafi a tenté de fuir dans cet égout où il a été capturé. D'après la version officielle du Conseil national de transition, pendant le transfert, le convoi aurait été pris dans une fusillade entre forces loyalistes et révolutionnaires. C'est à ce moment-là que le guide aurait été atteint d'une balle à la tête, une balle perdue donc. Mais sur ces vidéos amateurs, le colonel Kadhafi semble bien vivant après sa capture. Le visage ensanglanté, il est molesté par des insurgés qui se servent de lui comme un trophée. Ces hommes l'auraient-ils battu à mort et achevé d'une balle dans la tête? On l'ignore pour le moment. Les photos de sa dépouille montrent un impact à la tête que les médecins légistes attribuent plus à une exécution qu'à une balle perdue. Alors après la mort de Kadhafi, les nouveaux dirigeants libyens vont devoir reconstruire un pays ravagé par 8 mois de guerre. Ils doivent faire face également à de profondes divisions tribales et politiques. Ce matin, Nicolas Sarkozy a réagi à la disparition du dictateur en insistant en particulier sur l'indispensable unité future de la Libye. On l'écoute. On ne doit jamais se réjouir de la mort d'un homme, quel que soit ce qu'il ait fait. La menace que faisait peser Kadhafi et le groupe de mercenaires qui était avec lui était une menace réelle sur l'avenir de la Libye. Donc maintenant, il faut tourner la page et aller vers l'avenir, avec le souci, encore une fois, du pardon et de la réconciliation. 7 millions d'électeurs pour départager 11 000 candidats répartis sur plus de 1500 listes électorales. Au-delà de ces chiffres tout à fait inhabituels, eh bien, les premières élections libres de l'histoire de la Tunisie représentent bel et bien un grand saut dans l'inconnu. Les islamistes modérés du parti d'Ennahda sont les favoris des sondages. Le Premier ministre du Tunisien appelle ses concitoyens à aller voter sans peur. Sur place à Tunis, notre envoyé spécial Mounir Soussi. Bonsoir Mounir. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes donc à Tunis, la capitale de la Tunisie. Quelle est l'ambiance sur place à la veille de ce scrutin, de ces élections historiques? On imagine beaucoup d'effervescence, n'est-ce pas? Eh bien, à 2 jours du scrutin, la campagne touche à sa fin. Les partis donnent leur dernier meeting ce soir. Et dans Tunis, comme vous le disiez, on pourrait s'attendre à une effervescence, un bouillonnement. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Dans les rues, on voit peu de panneaux et d'affiches électorales, par exemple. Tout simplement parce que parmi les 110 partis en lice, très peu ont une culture politique avec des organisations structurées qui permettent de mobiliser et de mener une campagne de manière professionnelle. Donc ici, c'est un peu l'attentisme qui règne, les Tunisiens n'espérant qu'une chose, que les opérations de vote se passent bien pour ne pas retomber dans une période d'agitation. Alors Mounir Soussi, vous êtes en compagnie d'observateurs européens et parmi eux plusieurs sénateurs français. Quel va être le rôle de ces observateurs? J'imagine observer le bon déroulement de ce scrutin inédit en Tunisie. Voilà, c'est bien ça. Ces observateurs envoyés par l'Union européenne ont une très grande responsabilité. Leur rôle est vraiment crucial. Ils doivent garantir que le scrutin sera honnête et transparent pour couper court à toute rumeur de fraude et contestation des résultats émanant notamment des islamistes qui font monter la pression depuis plusieurs jours sur ce registre. Les parlementaires français font partie des 530 observateurs internationaux déployés dans le pays. Dimanche, ils seront dans les bureaux de vote pour contrôler le scrutin. Et lundi, ils rendront leurs conclusions lors d'une conférence de presse à Tunis. On saura alors si la Tunisie a réussi son premier test démocratique depuis la chute de Ben Ali. Parfait. Merci beaucoup Mounir Soussi. Vous étiez, je le rappelle, en direct de Tunis et vous avez pu voir sur ces images le vote des Tunisiens installés en France qui peuvent voter pour ce scrutin inédit en France depuis maintenant 2 jours. Politique française, regardez ces images. Ce sont les toutes dernières images de la toute dernière étape des primaires socialistes. C'est en effet dans cette entreprise de recyclage de la Courneuve, près de Paris, et sous le regard très attentif d'un huissier de justice, que les listes électorales du scrutin ont été transformées en confetti. En tout, 30 tonnes de papier dont l'acheminement et la minutieuse destruction devraient s'étaler jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Point d'orgue de ces primaires, demain samedi, à la Halle Freycinet à Paris, la convention d'investiture tout à fait officielle qui désignera François Hollande, donc, comme le candidat socialiste à la présidentielle. Une convention que vous pourrez suivre en direct sur les chaînes parlementaires à partir de 14h30. De ce moment, François Hollande pourra déployer sa campagne électorale. Et déjà, le candidat peut s'attendre à un compagnonnage quelque peu rugueux avec les Verts. Les déclarations de la candidate écologiste Eva Joly, mettant au pied du mur le PS sur la question du nucléaire, ne sont pas en effet du goût de tout le monde dans le camp socialiste. Pierre Bond-Joseph. Les Verts durcissent le ton après leur manifestation anti-nucléaire la semaine passée. Eva Joly menace depuis le Japon. Il n'y aura pas d'accord de gouvernement avec le candidat socialiste s'il ne reprend pas à son compte la sortie du nucléaire. Nous voulons tout à la fois porter haut et fort avec le maximum de radicalité les propositions de ce que nous serions si nous-mêmes nous étions président de la République. Après, nous intégrons le réel et je crois que c'est aussi une forme de maturité du mouvement écologiste aujourd'hui, d'intégrer le fait que probablement nous ne serons pas au 2e tour et qu'à partir de ce moment-là, nous voulons peser au maximum dans les politiques futures de la France dans les 5 prochaines années. Une proposition jamais reprise telle qu'elle par François Hollande qui, prudent, lui préfère la réduction de la part du nucléaire dans la production électrique de 75 à 50% à l'horizon 2025. La proposition qu'il fait va dans le sens, très clairement, d'une sortie du nucléaire. Donc à partir de là, est-ce que on accepte cette proposition ou est-ce qu'on se réfugie dans une querelle un peu de mots? Obligés de reprendre les négociations, les Verts payent leur soutien affiché à Martine Aubry. Donné largement vainqueur au second tour, pas sûr que François Hollande fasse preuve de la même ouverture. Voilà, on le constate bien, la campagne présidentielle est bel et bien lancée. Bonsoir Stéphane Rosès, président de CAP. Nicolas Sarkozy, alors il est au front, sur le front d'une Europe bien malade en ce moment. Et pendant ce temps-là, eh bien, François Hollande qui caracole dans les sondages sur un petit nuage. L'Institut BVA, par exemple, lui crédite de 64% d'attention de vote au 2e tour de la présidentielle. Un autre institut indique que 6 Français sur 10 souhaitent la victoire de la gauche en 2012. Alors, que peuvent signifier aujourd'hui de tels chiffres en faveur de François Hollande? C'est énorme. Ce que ça signifie, c'est l'état des rapports de force aujourd'hui. François Hollande, avant la primaire, était déjà assez
amplement en tête devant Nicolas Sarkozy. Mais il sort renforcé des primaires, à la fois par l'exposition de ses idées et puis par l'affichage de l'unité des socialistes qui semble en ordre de marche. Alors attention, la vraie présidentielle va commencer en janvier, dans la tête des Français, et puis le dur quand Nicolas Sarkozy descendra dans l'arène. Il l'est par intermittence, mais quand les Français vont remettre un tout petit peu sur la même ligne de départ l'ensemble des candidats, et là évidemment la posture de Nicolas Sarkozy va changer. Il ne sera pas seulement dans le fait de supporter un bilan qui est négatif, contrairement à ses prédécesseurs, il est entaché par la façon dont il a assumé la fonction présidentielle, mais aussi sur la capacité de François Hollande de répondre à la crise de la dette, et donc les choses seront quand même beaucoup plus compliqué, rien n'est acquis, mais en dépit de ces chiffres évidemment excellents pour François Hollande. Alors, sur notre antenne, ici même, sur ce plateau, le nouveau président de la Commission des Finances du Sénat, Philippe Marini, a qualifié Nicolas Sarkozy d'outsider dans cette compétition présidentielle. Est-ce que ce thème a au fond un fond de véracité ? En tout cas, c'est à l'avantage de Nicolas Sarkozy, car Nicolas Sarkozy n'est jamais meilleur que face à l'adversité. Il avait déjà réussi en 2007 à apparaître comme le candidat du changement de la rupture, alors que la majorité, depuis de nombreuses années, en situation d'exercice des responsabilités, et que lui-même y avait une part importante. Eh bien, il avait réussi à apparaître comme celui qui ouvrait une nouvelle séquence dans le pays, et il avait été sacré. Là, la situation d'outsider lui permet de voir, et la primaire lui a permis de voir les zones de force mais aussi de faiblesse des socialistes, et puis d'apparaître comme celui qui sans cesse est en mouvement, sans cesse veut, en dépit de l'opinion, en dépit des difficultés, sortir le pays de l'ornière. Et donc finalement, contrairement aux apparences, c'est une situation qui correspond plus à son tempérament, et il va paradoxalement mettre les socialistes en difficulté comme s'ils étaient comptables du cours des choses. Merci Stéphane. Alors on va regarder cette question que nous avons posée à nos amis internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com. Nicolas Sarkozy est-il désormais l'outsider et François Hollande le favori ? Eh bien, une très large majorité, 67%, considèrent que Nicolas Sarkozy est l'outsider de cette présidentielle 2012. À vendredi, Stéphane, merci. Merci. On évoquait Stéphane François Hollande à l'instant. Le candidat socialiste à la présidentielle a fait sensation hier au Congrès des départements de France, l'ADF. Des départements, vous le savez, en grande majorité présidés par des élus de gauche, plutôt mécontents, on le sait, des perspectives de réforme territoriale. À Besançon, Sandra Cerquera a suivi le président du Conseil général de Corrèze qui a pu croiser un autre président, celui du Sénat cette fois, Jean-Pierre Bel. Regardez. C'est comme président du Conseil général que je suis là. Il a beau le préciser, celui que les journalistes attendent, ce n'est pas l'élu de Corrèze, c'est le candidat à la présidentielle. Aucune question sur l'avenir des départements. François Hollande réagit à l'actualité internationale et même à un certain heureux événement à l'Élysée. Comme j'ai axé toute ma campagne sur la jeunesse, je crois que c'est un très beau symbole. C'est l'une des premières sorties du candidat fraîchement élu. Dans la salle, son arrivée est remarquée. Elle perturberait presque la table ronde. Je ne pensais jamais sur la question de la solidarité avoir un succès de ce type. Il restera au premier rang sans intervenir. Alors à la sortie, quelques élus sont déçus. Ils attendaient quelques mots. Ça me contrarie beaucoup. J'aurais bien voulu qu'il s'exprime. Ça nous aurait donné une idée de ses ambitions par rapport au département. L'arrivée de Michel Mercier a, elle, moins suscité l'engouement des médias. À droite, les élus sont en minorité et ceux qui sont là voient d'un mauvais œil toute cette attention portée aux socialistes. À mon sens, avoir une récupération politique d'un congrès de cette nature, ce serait un contresens. D'autant que depuis peu, le Sénat est passé à gauche. C'est en sauveur qu'est accueilli Jean-Pierre Bel. Ça nous a fait pleurer. Pour les élus, grâce à lui, la réforme des collectivités, c'est bientôt du passé. La réforme territoriale, c'est aller à l'envers, en arrière, par rapport à la décentralisation. Et le mouvement historique, qui simplement est le mouvement de la démocratie territoriale, on doit le reprendre et nous le reprendrons, mais pour cela, il faut abroger ce projet. Et pour proposer cette nouvelle réforme, des états généraux des élus locaux seront organisés par le Sénat. L'heure n'est plus à la sinistrose pour les départements, mais à la contre-attaque, avec 2012 en ligne de mire. Et les personnalités présentes étaient là pour le rappeler.
Oui, Jean-Pierre Bel, le nouveau président du Sénat, est bien sur le terrain. C'était à Besançon hier. Et puis une gauche, Delphine Girard, bonsoir. Une gauche très en verve au Sénat. La nouvelle majorité n'a pas perdu de temps pour attaquer bille en tête certains textes gouvernementaux. Oui, Pierre-Henri, à peine les travaux parlementaires, ils ont repris bien cette semaine. Eh bien, déjà, les conséquences d'un Sénat à gauche se font sentir sur les projets de loi du gouvernement. Quelques exemples et pas des moindres. Cette semaine, ça commence mardi soir en séance publique. Les sénateurs examinent un texte de loi fourre-tout sur la justice qui prévoit, entre autres, de supprimer les cours régionales des comptes ou encore d'accélérer la mise en place de la procédure du plaidé coupable. Eh bien, ce texte, c'est une grosse surprise et donc rejeté par 170 voix contre 175. Ça s'est donc joué à 5 voix. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça en séance et ça va continuer mercredi avec cette fois en commission avec le rejet de la proposition de loi déjà adoptée à l'Assemblée nationale, celle du député UMP Éric Ciotti sur la mise en place d'un encadrement militaire pour les mineurs délinquants. Eh bien, cette proposition de loi a été rejetée par la commission des lois du Sénat. Écoutez les explications de Jean-Pierre Sueur, c'est le président socialiste de cette commission. Ce texte, c'est du bricolage. Il n'est ni fait ni à faire. Il a été improvisé. C'est une sorte de texte d'affichage publicitaire, au slogan, tout ce que vous voulez. Et pendant ce temps-là, on ne donne pas les moyens, en particulier les moyens en termes d'éducateurs. Parce que pour lutter contre la délinquance des mineurs, il faut des hommes et des femmes sur le terrain. Enfin, jeudi, donc hier, la nouvelle majorité de gauche a réussi à imposer ses vues en commission mixte paritaire sur le démantèlement de Dexia. Il faut bien comprendre, Pierre-Henri, que c'est quand même une petite révolution qui se passe ici au Sénat, car c'était encore impensable il y a 2 mois. Et puis certains avaient du mal à imaginer ce qu'allait être ce Sénat de gauche. Je vous propose juste quelques intitulés des prochaines propositions de loi qui sont inscrites à l'ordre du jour du Sénat. Une proposition de loi sur la suppression du conseil territorial. Ce sera le premier coup de canif à la réforme des collectivités. Une proposition de loi instituant une procédure de destitution du président de la République en cas de manquement à ses devoirs. Elle sera défendue par François Patria. Et puis les communistes veulent également profiter de cette nouvelle majorité au Sénat. Ils vont, eux, déposer et défendre une proposition de loi qui garantit le droit au repos dominical. Alors, autre signe que les temps changent et changent vraiment au Sénat, on a appris cette semaine que Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, avait décidé de retirer la plainte de l'institution pour vol de documents. Oui, alors cette plainte, Pierre-Henri, avait été déposée l'été dernier par son prédécesseur UMP, Gérard Larcher, après des révélations du site internet Mediapart sur le train de vie de la Haute Assemblée. Documents à l'appui, le site internet avait révélé les rémunérations des membres du cabinet de Gérard Larcher. L'enquête visait donc à identifier les fuites ici au Sénat. Le 11 octobre, 9 fonctionnaires du Sénat ont d'ailleurs été entendus par la police judiciaire. Alors Jean-Pierre Bel, dans un premier temps, s'est dit étonné. Il dit qu'il n'avait pas été informé de cette procédure et de l'audition de ces fonctionnaires. Et puis, hier, il a donc décidé, dans un communiqué, de retirer cette plainte. Il ne voulait pas être entravé par cette affaire dès le début de son mandat. Mais vous l'avez dit, Pierre-Henri, c'est bien un signe que les temps changent au Sénat. Merci beaucoup, Delphine Girard. On vous retrouve bien sûr vendredi prochain. 10e édition demain samedi de Talents des Cités, une manifestation à laquelle, vous le savez, le Sénat est particulièrement attaché et qui vise à mettre à l'honneur et en valeur des innombrables initiatives de créateurs d'entreprises issus des banlieues. Dans quelques instants, Bariza Chiari, la marraine de cette manifestation, sera avec nous. Mais regardez d'abord cet extrait de ce documentaire qui retrace les itinéraires de ces entrepreneurs. Elle s'appelle par exemple Lucille Bernadac et depuis des années, son entreprise de commerce équitable avec l'Afrique est un vrai succès. Regardez. Là, on est au Sénégal, sur les régions sud-est avec lesquelles on travaille, puisque c'est des zones de production cotonnière. Et là, c'est les enfants du village de Pagnat, qui est un des plus gros villages de production de coton. Et quand j'y suis allée, ils m'ont fait une fête incroyable. En 15 ans de commerce équitable, ça fait 5 ans qu'ils en vivent depuis qu'on travaille avec eux. Donc ça a changé leur vie. C'est pour ça que je fais ce boulot. Ça donne du sens. Ils ont amélioré les écoles. Et là, on travaille sur un programme d'alphabétisation des femmes, de ce groupement de femmes, justement. Je fais ça, je peux mourir derrière, quoi. Apprendre à lire et à écrire à quelqu'un.
Voilà un extrait de ce documentaire Talents des cités, que sont-ils devenus? Diffusion intégrale de ce film samedi, demain sur notre antenne à partir de 23h. Je vous l'avais dit, Barry Chiari, vice-présidente du Sénat et marraine de cette manifestation qui aura lieu pour la 10e édition demain matin à partir de 9h30, je crois ici au Sénat. Vous êtes depuis 10 ans la marraine, c'est-à-dire la cheville ouvrière de ces talents des cités. En tout cas au Sénat. Une très belle aventure en tout cas. C'est une très belle aventure et je retrouve avec émotion Lucie qui a obtenu un prix il y a quelques années. Ouais. Eh bien, elle est toujours sur des valeurs et ça c'est formidable. Quand elle parle de l'Afrique et du commerce solidaire de coton, c'est quand même formidable que ces gens soient restés là-dessus et c'est ça qu'on prime. C'est la différence, cette différence. On est quand même épaté, si je puis dire, de l'extraordinaire vitalité de ces jeunes créateurs d'entreprises aux moyens souvent limités. Très limités parce que ces jeunes sont souvent bac plus 2, voire bac plus 5, jusqu'à bac plus 8. Et les portes des entreprises devraient leur être ouvertes. Et parce qu'il y a un patronyme qui dérange, une couleur de peau, il y a des discriminations qui sont à l'œuvre, on ne va pas se le cacher, c'est la réalité. Et du coup, comme ils sont solides finalement, ils décident de créer leur entreprise ou de créer une structure associative. Donc il leur faut une volonté, j'allais dire une énergie, une ardeur supplémentaire presque. Une ardeur supplémentaire. Et moi je dis toujours, vous savez, je pense à Steve Jobs. Qui était créateur d'Apple et qui était aussi d'une famille tout à fait modeste et qui dans son garage a bricolé quelque chose. C'était créatif. Et ces jeunes des banlieues qui sont des entrepreneurs, comme ils sont poussés à bout, dos au mur, ils sont créatifs. Et je pense que ce sont peut-être nos futurs patrons du CAC 40. Je pense qu'on les trouvera parce que ce sont les perles des cités. Alors il est intéressant de constater que cette manifestation Talents des cités résiste, j'allais dire, à l'alternance depuis 10 ans, quels que soient les présidents et la couleur, j'allais dire, du Sénat. Eh bien, cette manifestation existe toujours et est toujours extraordinairement dynamique. On en aura encore une preuve supplémentaire demain matin. Oui, elle a été créée par Claude Barthelone quand il était ministre de la Ville. Aujourd'hui président de Seine-Saint-Denis. Voilà, président de Seine-Saint-Denis. A été reprise par tous les ministres qui lui ont succédé. Ici, M. Poncelet a instauré cette manifestation dans l'hémicycle. Gérard Larcher l'a gardée. C'est la seule manifestation qu'il a gardée dans l'hémicycle. Et je n'ai aucun doute que Jean-Pierre Bel continuera cette belle aventure, lui-même étant un enfant ayant vécu dans un HLM dans une cité de Toulouse. C'est vrai. Alors Jean-Pierre Bel, justement, il a indiqué que cette manifestation Talents des cités était, je le cite, une manifestation de l'idéal républicain. Complètement. Complètement. Et moi, j'ai foi en cette promesse républicaine. J'ai tellement foi que finalement, tous les obstacles, je les ai surmontés pour arriver à être vice-présidente du Sénat. Mais ma définition de la foi en la promesse républicaine implique le doute d'autrui et d'accepter le doute d'autrui. Et souvent, j'ai douté, comme eux doutent. Comme eux ont douté. Et le fait de les recevoir dans l'hémicycle, c'est leur dire « vous n'êtes pas aux marges de la République, vous êtes en son cœur ». Et les familles sont là, c'est un moment extrêmement émouvant. Et demain, la 10e émission, ça sera quand même, je pense, formidable. Je rappelle qu'on pourra suivre sur l'antenne de Public Sénat l'intégralité de Talents des cités demain à partir de 9h30. Il s'agit cependant, j'allais dire, d'une facette, d'une vision des banlieues d'aujourd'hui. Il y a parfois une face plus sombre de la banlieue. J'évoque en particulier ce dossier, cette étude menée par le sociologue Gilles Kepel sur la Seine-Saint-Denis en particulier, qui montre très exactement, en tout cas c'est la démonstration de ce scientifique, que là où les valeurs de la République s'effacent, eh bien d'autres valeurs, en particulier celle de l'islam, eh bien avancent. C'est le cas dans ce territoire. Oui, Gilles Kepel dit que le recul de la République, le recul des services publics, finalement, ça fait en sorte que l'islam structure les banlieues. Alors, c'est pas l'islam en tant que tel, l'islam en tant que religion n'est pas contesté par Gilles Kepel, mais il faut dire une chose, dans des moments difficiles de crise économique, sociale et financière, la spiritualité étant inhérente à la nature humaine, ça revient assez facilement. Mais ce n'est pas les religions qu'il faut combattre, c'est le pacte républicain qu'il faut rétablir et très très vite. Très vite. Un mot, Barry Chiari, il nous reste moins d'une minute. La Tunisie qui va voter dimanche, c'est une grande première pour ce pays libéré de Ben Ali. Vous attendez quoi de cette élection? Je regrette, je n'attends
maintenant plus grand-chose, mais je regrette que les partis dits démocrates se sont éparpillés, et ça va être au bénéfice des islamistes modérés, qui ne sont pas l'AKP. Il ne faut pas oublier que les Turcs, c'est quand même un support qui est une armée qui est vigilante, une armée qui veille à ce que la constitution laïque soit respectée. Ce n'est pas le cas en Tunisie, même si il y a certains fondements laïques et que les démocrates tunisiens sont laïques, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et l'éparpillement des démocrates est vraiment extrêmement dommage. Je ne sais pas, vous avez cité le chiffre tout à l'heure du nombre de... C'est incroyable. Ouais. C'est vraiment incroyable. Le nombre de listes déposées. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, sans porter de jugement sur les islamistes modérés tunisiens, mais on fait souvent le parallèle avec les Turcs. Je pense que c'est un parallèle qui est difficile à faire, dans la mesure où les soubassements, les fondamentaux turcs ne sont pas les mêmes que les fondamentaux tunisiens. Et ça, je le regrette beaucoup. Les femmes, notamment pour les femmes. Merci beaucoup, madame, de votre éclairage. Et puis pour terminer ce journal, cette image, celle d'un lancement réussi de la fusée Soyouz dans le ciel de Guyane. Une première pour une fusée russe qui a mis en orbite les 2 premiers satellites du système Galileo. Un système qui sera demain le nouveau système européen de géolocalisation. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre, un focus centré autour de la sénatrice Josette Durieux. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Merci. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsena.fr. Dans la vallée de la Neste, la sénatrice socialiste Josette Durieux a porté le projet Nestploria, un parcours virtuel qui vient compléter la visite des grottes de Gargas, sanctuaire de peinture rupestre vieille de 27 000 ans. C'est formidable, c'est vrai que par moments c'est stalactite, on dirait des personnages. Ici on est dans la galerie inférieure, c'est-à-dire dans la zone qui est la plus riche en art préhistorique. Vous avez là les 3 mains rouges qui sont les mains de la découverte, les premières que Félix Regnault a vues le 11 juin 1906. Ils sont tous incomplets. Le pouce est complet, le pouce est entier, et puis l'index, le majeur et l'annulaire sont incomplets. Si on regarde attentivement, la main qui est à droite ici, l'auriculaire, lui, est entier. Et sur celle-ci aussi. Et les interprétations que l'on propose ont varié dans le temps, mutilation rituelle, mutilation pathologique, ou langage gestuel, qui est l'hypothèse privilégiée par les préhistoriens. Je sens, si vous voulez, une traduction de ce que je vais appeler l'éternité. Parce que c'est la main, c'est le maillon, c'est la chaîne. Ils étaient là, j'y suis. Je ne sais pas si vous voulez ce qu'il y a dans l'au-delà. Il y a une réalité ici d'êtres humains qui se succèdent dans le temps. Et il y a cette continuité. Cette paroi virtuelle, a priori, doit nous mettre dans l'ambiance d'hommes et de femmes de cette période. Ce qu'on propose aux visiteurs, c'est de prendre le temps de découvrir les mains. Quand il est dans une visite touristique, il est contraint par le temps, il est contraint par le guide, tout doit se faire très vite et il passe très peu de temps dans la grotte. Il fallait partir de quelque chose que nous avions, de quelque chose que nous voulions. Je pensais que le thème des grottes était un bon thème. Et j'ai pensé tout de suite à mettre côte à côte numérique et préhistorique. Aujourd'hui, vraiment, c'est, je crois, la consécration
de ce qu'on est capable de faire dans un espace comme le nôtre, petit, isolé mais ambitieux. On veut que ceux qui viendront sur cet espace de vallée millénaire aient envie d'abord d'aller dans les grottes, puis ensuite de venir ici, comprendre, réfléchir, parler, échanger. Tout cela ressemble quand même à de l'art. Alors, oui, pour nous, il l'était, artiste.